Tout est beau. Bon, alors, bonjour tout le monde. Comme on le précisait, Caroline et moi, dans une discussion qu'on a eue hier, mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est un petit groupe que le sujet n'est pas d'autant d'intérêt. Je pense que c'est aussi, c'est un peu une démarche en continu que le Conseil québécois du théâtre veut amorcer là, avec l'ensemble du groupe pour développer vos habiletés politiques sur le terrain. Euh, Puis j'ai voulu faire ça quand même assez simple. C'est un peu formatif, puis on va aller dans le pratico-pratique, là, dans le sens de la présentation. Ma présentation, elle est assez courte. J'ai une trentaine de diapositives, incluant les intersections. Mon objectif, c'est vraiment qu'on puisse avoir un échange, puis qu'on puisse peut-être s'appuyer sur vos propres expériences, passées ou à venir, en fonction de vos projets ou de vos enjeux, pour qu'on puisse déterminer un peu déjà là, les bribes d'un plan d'action de ce que ça pourrait représenter pour vous, considérant la taille du groupe. Alors, je veux juste m'assurer que on puisse, voilà. Donc, je me présente très simplement et très brièvement. Je suis chez TAC depuis 7 ans, mais auparavant, j'ai œuvré pendant près de 20 ans dans la sphère politique, en occupant différentes fonctions comme conseiller politique, attaché de presse, directeur de cabinet, directeur des communications. Pour ceux qui veulent valider peut-être ma famille politique de l'époque, j'étais sous la couleur du Parti québécois. Donc, j'ai accompagné les chefs de monsieur du temps de Lucien Bouchard jusqu'à Pauline Marois. Et donc, j'ai occupé différentes fonctions dans différents ministères, mais aussi dans l'opposition, en couvrant là, différents sujets. Je n'ai pas touché à la culture. Je m'y intéresse par intérêt personnel, mais je n'ai pas œuvré spécifiquement dans le domaine. Et chez TAC, j'accompagne différentes entreprises, organisations au BNL. Il y a parfois un autre mythe à briser en lien avec la profession d'affaires gouvernementales, de lobbyiste, de lobbying ou de faire affaire avec des agences. Puis on va y voir un peu plus loin. Là, il ne faut pas voir ça plus gros que c'est dans les faits. La présentation se découle je dirais, en 5 segments, puis on pourra y aller avec une période de questions, mais compte tenu de la taille du groupe, si vous avez le désir d'intervenir sur le champ, n'hésitez pas, Caroline pourra gérer le trafic et on pourra, illico, là, répondre à vos interrogations, commentaires ou observations. Donc, dans un premier temps, on va un peu expliquer qu'est-ce que le lobbyisme. Je veux quand même prendre un certain temps pour expliquer ce qu'on appelle l'appareil gouvernemental québécois, ce que les gens appellent dans le jargon la machine du gouvernement du Québec, qui est une bébite plutôt complexe, mais qui, dans les faits, ne l'est pas tant que ça. Puis, au plan municipal, sachant qu'il y a une campagne électorale qui est en cours, qu'est-ce qu'on peut retenir? Comment on peut tirer bénéfice de la campagne qui est en cours, mais aussi post-campagne avec les nouveaux élus? Comment on fait des relations gouvernementales? On va arriver avec certains éléments, des modes d'intervention qui sont possibles. Puis, on pourra partir d'un exemple fictif, mais qui peut assurément se coller à vos réalités. Puis ensuite, on aura cet échange interactif. Alors, n'hésitez pas là, à m'interpeller à tout moment si vous voulez des précisions ou vous avez des observations à réaliser. Le lobbyisme, c'est un élément qui est assez abstrait dans la tête des gens. Il y avait une pratique à l'époque, je dirais à l'époque excusez-moi l'anglicisme, mais le Old Boys Club, où quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me permettra de parler au ministre ou à la ministre. Cette époque est plutôt révolue maintenant. Il y a une pratique professionnelle d'exercer le métier de relations gouvernementales ou de relationnisme en affaires gouvernementales, communément appelé lobbyiste. C'est un terme qui peut être jugé péjoratif par plusieurs, mais pourtant, il faut y voir là que c'est intrinsèque à la démocratie.
Et les titulaires de charges publiques chez qui on souhaite entrer en relation apprécient cette professionnalisation parce que justement, ça nous éloigne des vieilles pratiques où pour parler à une ministre ou à un ministre, il fallait assister à un cocktail de financement. Il fallait que mon père connaît bien le sous-ministre, il va nous mettre en relation. Mon père connaît bien le maire. Alors, cette professionnalisation, elle est aussi appréciée de ceux qui reçoivent l'information. Au sens de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, une loi qui a été adoptée en 2002, donc elle aura 20 ans, on indique que le lobbyisme est vraiment une communication, qu'elle soit orale ou écrite, et qui vise à influencer les décideurs des titulaires de charges publiques. Les décisions des titulaires de charges publiques, dis-je. C'est important de bien distinguer la notion d'influence, parce qu'ici, la notion d'influence vise à obtenir un avantage pour nos propres intérêts, les intérêts de l'organisation que l'on représente. Parfois, par contre, dans les relations gouvernementales, il peut arriver qu'on intervienne auprès des différents titulaires de charges publiques dans le but de les informer. Par exemple, si vous n'en avez jamais fait, puis que vous souhaitiez qu'ils vous connaissent au terme de la campagne électorale qui est en cours, je pense notamment au niveau municipal, de prendre un premier contact avec l'environnement politique et d'informer de nos activités sans avoir une demande en bonne et due forme, ça demeure une démarche d'information. Et donc, au sens de la loi, ça ne s'applique pas. Ceci étant dit, il y a une subtilité dans la loi qui vous touche de près et je l'aborderai dans quelques instants. Donc, on l'indique ici, là, la finalité ultime, c'est d'influencer et l'objectif premier du lobbyisme, c'est de défendre et de promouvoir les intérêts d'une organisation. Et ces organisations, elles sont multiples. On a évidemment ce qui peut être de grandes multinationales, mais ça va aussi jusqu'à un mouvement syndical, à des organismes communautaires, à des groupes environnementaux, à des ONG du secteur environnemental. Bref, tout ce qui peut y avoir comme une organisation organisée, c'est un pléonasme, mais une organisation structurée peut être en soi en démarche d'influence. J'ai mis ici l'image d'un joueur de football pour bien démontrer l'importance stratégique quand on cherche à faire une influence, d'avoir un plan de match en bonne et due forme avant même de se mettre en scène. Donc, on va y voir un peu plus loin là, sur les étapes préalables. Selon la loi qui donc est régie par la loi sur la transparence et le lobbyisme, il y a 4 volets qui sont assujettis à la loi et qui, normalement, pour un lobbyiste comme moi, si je fais des représentations d'intérêt pour le CQT, à votre demande, à mandat, moi, je dois inscrire un mandat. On va y voir un peu plus loin, mais je vais inscrire un mandat si le mandat que le CQT me confie répond à une des 4 variables. C'est pas les 4 en même temps, c'est pas 2 en même temps, c'est une ou l'autre. Chaque mandat, on va cocher une case ici. Fait que si on veut modifier un règlement ou une loi, c'est une chose. Si on veut modifier une loi ou un règlement puis on cherche à obtenir une subvention, ce sera donc 2 mandats différents. Donc, les mandats assujettis à la loi sont de modifier, d'influencer un processus législatif et réglementaire en cours ou à venir, ou du moins si on souhaitait, par exemple, une modification. On sait qu'il y a une modification de la loi sur l'artiste, on pourrait décider, alors que le projet de loi n'est pas déposé, d'amorcer déjà des représentations d'intérêt. On veut une politique, par exemple, une politique nationale du théâtre. C'est une orientation gouvernementale. Et donc, en soi, on pourrait exercer une telle démarche auprès du gouvernement. Délivrance d'une autorisation, c'est davantage vrai pour des entreprises qui cherchent
notamment à obtenir, par exemple, un certificat d'autorisation, un permis d'exploitation. Donc, ça pourrait aussi être assujetti pour vous, mais c'est vraiment dans un cadre spécifique où dans le règlement, il est prévu qu'on reçoit une certification ou un permis. Et l'attribution d'un avantage pécuniaire, ici, c'est en fonction d'un processus d'appel d'offres, en fonction d'un contrat, en fonction d'une subvention, d'un soutien financier. Bref, ici, vraiment, lorsqu'on est en demande financière au gouvernement, c'est dans cette case-ci qu'on devrait, à ce moment-là, cocher la case. Je le disais, le lobbyisme est encadré depuis 20 ans au Québec. Il y a donc une loi. Il y a 3 types de lobbyistes. Je suis un lobbyiste conseil et supposons que le CQT avait à inscrire un mandat ou vous, comme organisation, auriez un mandat à inscrire au registre. Vous seriez un lobbyiste d'organisation et les entreprises ont des personnes à temps plein qui font des affaires gouvernementales, donc on les considère comme des lobbyistes d'entreprise. Les nuances dans la loi, elles sont plutôt similaires pour un lobbyiste d'organisation et d'entreprise. Il y a une certaine flexibilité, une certaine souplesse dans l'exercice et l'exécution des paramètres de la loi pour ce type de lobbyiste. Sachez que les lobbyistes conseils ont un cadre législatif beaucoup plus strict et rigoureux, notamment au chapitre des délais quand on a à inscrire des mandats dans le registre. Je le dis, bon, vous voyez le registre des lobbyistes, c'est vraiment un registre au point 5. C'est vraiment le lieu commun de tous les mandats actifs ou inactifs de toutes les organisations ou des individus qui font des démarches. Et c'est là où, dans le registre, on est capable de pouvoir connaître qui veut influencer, par exemple, la ministre de la Culture, à quel sujet. Et là, ça va aller dans toutes les directions. Il y en a qui veulent lui parler parce qu'il a des projets d'entreprise dans sa circonscription, mais que ça n'a pas d'effet réel sur les enjeux liés au secteur de la culture et des communications. D'autres vont vouloir lui demander des modifications législatives. D'autres vont être en demande de financement pour une réfection d'une salle de spectacle. Bref, on est capable d'avoir accès à l'ensemble des activités qui sont dûment inscrites au registre. Au point 4, vous avez le commissaire au lobbyisme. C'est le gardien de la loi. C'est lui qui valide l'ensemble des inscriptions. C'est lui qui a le mandat parfois de réaliser des enquêtes. Et donc, c'est vraiment lui qui est le chien de garde de l'ensemble de la législation associée au lobby. Je l'ai mis au point 3, puis il est en évidence. Les organismes à but non lucratif, dont je crois vous êtes, faut savoir qu'il y a une subtilité dans la loi. Un OBNL n'est pas assujetti à la loi et donc peut faire des représentations d'intérêt, une démarche d'influence sans une inscription au registre, dans la mesure où plus de la moitié des membres de leur conseil d'administration sont des entités, ne sont pas des entités à but lucratif. À but lucratif, dis-je. Donc, si par exemple, n'importe quelle organisation à but non lucratif, dont les membres, si plus de la moitié dont les membres sont des entreprises privées, par exemple, une association, par exemple, des transformateurs alimentaires ou vous voyez, de la Fédération des chambres de commerce, pour les nommer, par exemple. Et ces organisations doivent s'inscrire. Mais des troupes de théâtre dont les conseils d'administration sont des individus, sont des personnes cooptées d'une autre organisation à but non lucratif, vous n'êtes pas assujettis dans la loi actuelle à devoir faire tout le processus d'inscription à un registre. Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui. Je le disais tout à l'heure, certains suggèrent que le lobbying, c'est un exercice antidémocratique, puis on le voit vraiment peut-être avec la culture américaine où on l'entend, le lobby des armes à feu, le lobby pétrolier, des gens qui investissent les couloirs du Congrès ou encore à Ottawa, du Parlement.
Oui, il y a certaines cultures qui existent, mais dans les faits, comme je vous dis, du moins au Québec, autant au plan municipal qu'au plan québécois, les décideurs publics apprécient cette professionnalisation parce que pour eux, ils ont la conviction de pouvoir recevoir le point de vue de divers groupes et souhaitent justement, le temps compte, votre temps est précieux, leur temps l'est tout autant. Et donc, ils veulent, quand notre propos est structuré puis qu'on fait des représentations d'intérêt, ils apprécient cette structure et cette organisation et ça les aide à prendre une décision plus juste et plus éclairée quand il y a certaines nuances de gris que différents lobbies peuvent réaliser dans d'autres lieux que des forums de consultation publique, par exemple. L'appareil gouvernemental québécois, on le disait, là, ça a l'air d'une... Je l'appelle souvent le monstre à deux têtes parce que le gouvernement, c'est large. Il y a les élus, le gouvernement qui est en place, puis il y a l'administratif qui est là en continuité. Puis on va voir vraiment comment ces deux univers-là n'ont pas le choix de cohabiter, de travailler ensemble, mais comment c'est vraiment deux mondes. Le gouvernement, je ne vous invente rien, mais je pensais nécessaire de le rappeler. Là. La façon dont ça fonctionne, à la tête, c'est le premier ministre, son ministère, qui est le conseil exécutif, qui s'occupe de chacune des missions de l'État, d'avoir une forme de cohérence en lien avec les orientations politiques et gouvernementales. Puis ensuite, vous avez les ministères et organismes qui sont là pour exercer là, dans le quotidien les activités de différentes missions, notamment la culture, la santé, etc. En orange, vous avez deux piliers distincts qui sont, oui, certes, des ministères et organismes, mais qui ont un rôle majeur dans la prise de décision gouvernementale. Pour toute orientation, qu'elle implique des fonds publics ou non, sachez que n'importe quelle orientation gouvernementale a passé le filtre du ministère des Finances et du Conseil du Trésor. Avec le Conseil exécutif et le premier ministre, là, je vous dirais, c'est le poids lourd, le trio, vraiment, le triumvirat vraiment majeur du gouvernement. C'est eux qui ont une vue très horizontale de l'ensemble et très transversale de l'ensemble des activités de l'État. Et souvent, on associe les finances et le trésor à l'aspect financier, l'aspect budgétaire. C'est vrai, parce que, dans le fond, ce qu'ils veulent s'assurer, c'est que certains ministères et organismes qui parfois laissent entendre qu'une initiative est sans investissement réel, sans coût réel, mais dans les faits, eux vont y trouver différentes facettes qui pourraient impliquer des dépenses supplémentaires à terme. Et donc, ils sont là un peu pour surveiller le cadre structurel de l'ensemble des orientations. Le Conseil des ministres, il y a trois grands principes qui guident les activités et le fonctionnement d'un Conseil des ministres. Il y a la solidarité ministérielle, la confidentialité. Tout ce qui est dit aujourd'hui, demain, il y aura un Conseil des ministres parce que tous les Conseils des ministres ont lieu les mercredis. Donc, demain, il y aura une discussion au Conseil des ministres. La discussion qui aura lieu, le compte-rendu sera disponible uniquement qu'en 2046, 25 ans plus tard. Et on le voit aujourd'hui, c'est des documents, si vous êtes des passionnés, des intéressés, si vous voulez savoir ce qui s'est dit il y a 25 ans, ce sont des documents qui arrivent de manière régulière sur le site du Conseil exécutif. Ça nous plonge dans le passé assurément, mais ça nous plonge parfois le sentiment qui habitait nos décideurs à certains moments qui sont quand même intenses. Alors, c'est ce qui guide, là, je dirais, là, les principes de fonctionnement, les deux plus grands. J'ai ajouté l'éthique et l'intégrité. Je vous dirais, dans les livres d'enseignement, on parle de deux principes, mais ce gouvernement-ci, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, a un principe qui s'est ajouté en quelque sorte, c'est l'éthique et l'intégrité. Monsieur Legault est très, très, très sensible à cette réalité.
et a passé le message très clair à l'ensemble de ses membres du Conseil des ministres que cette réalité-là, il souhaite qu'elle soit observée. Puis on l'a vu avec M. Fitzgibbon qui a quitté. Bon, il y a une erreur, en fait, une interprétation différente avec la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, mais n'en demeure pas moins qu'il a quitté ses fonctions de ministre le temps de régulariser sa situation. On l'a vu tout récemment au ministère de la Culture où le directeur de cabinet de la ministre a quitté parce qu'il était lui-même président qui était lui-même représentant était agent d'artiste pour quelques chanteurs, mais qui était aussi impliqué là, dans un festival de musique, notamment en Abitibi-Témiscamingue. Le Conseil des ministres, c'est le lieu où c'est vraiment les priorités gouvernementales, elles sont discutées. On discute du cadre financier annuel, les orientations budgétaires, prévision du budget, par exemple, de mars 2022. Le Conseil des ministres a voix au chapitre, pas nécessairement dans le menu détail, mais le grand cadre général. Tous les politiques, les programmes, les lois qui sont déposées à l'Assemblée nationale, tout est vu et revu en amont de la présentation par le Conseil des ministres. Tous les décrets, les règlements, les nominations, des réformes gouvernementales de différentes structures, c'est vraiment le lieu commun de l'ensemble des décisions. Vous avez, dans certains cas, il y a des ministres délégués. Le ministre délégué a le pouvoir que le premier ministre lui a octroyé, mais aussi un pouvoir limité en termes d'autonomie décisionnelle et doit souvent être accompagné du ministre titulaire. On le voit notamment à l'éducation, on le voit à la santé, c'est le cas aussi au Conseil du Trésor. Donc, il y a différentes aussi sous-sections comme les affaires autochtones, les affaires canadiennes qui relèvent ultimement du premier ministre. Donc, sachez que les ministres délégués ont un pouvoir, siègent au Conseil des ministres, ont une voix au même titre que les autres, mais quand vient le temps dans l'exercice de leur fonction au quotidien, sont plus limités en fonction du carré de sable qu'on a bien voulu leur donner. Puis, il y a dans certains ministères là, une délégation de pouvoir. C'est vraiment très... je dirais que c'est un champ sectoriel qu'on va accorder à des ministres et que le ministre titulaire va bien confier l'ensemble et va rendre autonome le ministre. On voit souvent qu'il y a des adjoints parlementaires. Ça n'a pas de rang de ministre. Au Québec, contrairement à Ottawa, les adjoints parlementaires n'interviennent pas à l'Assemblée nationale. Ils ont vraiment un rôle que veut bien leur accorder le ministre encore là. Souvent, on leur confie une mission. Un mandat avec une durée dans le temps pour lequel on souhaite que des représentations d'intérêt, par exemple, comme nous, on souhaiterait faire, potentiellement qu'un adjoint parlementaire pourrait recevoir une mission très, très spécifique à un mandat très précis. Dans d'autres cas, il y a des ministres qui ont un adjoint parlementaire, mais qui ne s'en servent pas, là, puis voyez-le dans le bon sens du terme, là, qui ne les utilisent pas adéquatement. Mais je vous dirais que c'est une autre porte d'entrée d'influence pour des représentations sectorielles. Parce que ces personnes-là peuvent être appelées, hors COVID, on en conviendra, là, dans des activités publiques à l'extérieur de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Bon, l'appareil administratif, un sous-ministre, ça demeure le plus haut fonctionnaire d'un ministère. Le sous-ministre, il est nommé sur la recommandation du premier ministre. Son patron ultime, ce n'est pas le ministre. Son patron ultime, c'est le secrétaire général du gouvernement. Le ministre, dans le jargon gouvernemental, le ministre, c'est son client. Mais son patron, c'est vraiment le sous-ministre de tous les sous-ministres, c'est-à-dire le secrétaire général du gouvernement. C'est le sous-ministre du conseil exécutif qu'on a vu dans une diapositive précédente.
C'est le numéro 2 d'un ministère. Après le ministre, il y a un pouvoir de signature. Lui aussi peut être appelé à remplacer le ministre dans des activités extérieures, dans des rencontres de travail avec différents groupes, dans certaines cérémonies publiques. C'est vraiment je dirais, le plus important fonctionnaire de n'importe quel ministère. Et c'est lui qui, au plan administratif, a la responsabilité et l'imputabilité devant l'Assemblée nationale de la gestion du ministère. Ça ne dégage pas le ministre de sa solidarité ministérielle, mais ici, sur la gestion administrative des activités de ministère, c'est vraiment le sous-ministre en titre qui en est imputable devant l'Assemblée nationale. Et sachez que les sous-ministres, un peu comme les ministres, se réunissent à raison de 2 fois par mois, dis-je, pour avoir une perspective plus globale des activités gouvernementales et des éléments de contexte à venir afin de voir si certaines orientations qu'ils pourraient suggérer pourraient entrer en contradiction ou confrontation avec d'autres activités RD. Sous-ministre associé, sous-ministre adjoint, ça ne fargera pas dans les fleurs du tapis. C'est essentiellement la même chose. Souvent il y a une mission plus spécifique dans un ministère dans lequel on va lui accoler le titre de sous-ministre associé, mais pour les besoins de la discussion, là, faisons comme si c'était la même chose parce que le détail n'en vaut pas la discussion. Je vous disais tout à l'heure, il y a 2 visions qui s'affrontent. Puis, entre un ministère pour la portion administrative et un cabinet ministériel et le volet politique des activités de ministère, vous regarderez, peu importe, de gauche à droite, on peut en décliner quelques-unes, comment d'une place à l'autre, c'est vraiment l'inverse qui se vit. Je vous donne un exemple. Dans un ministère, c'est très structuré, très organisé. Dans un cabinet de ministre, des fois, il y a un chef de cabinet, des fois, il y a un chef de cabinet adjoint, des fois, il y a des directeurs de communication, des fois, il n'y en a pas. C'est jamais clair. On est dans le flou absolu. Il y a beaucoup de monde dans un ministère. Dans un cabinet ministériel, par exemple, c'est une poignée de personnes. On parle, dans certains cas, on parle de peut-être tout au plus 10 personnes. Les employés dans un ministère sont sélectionnés par concours. Dans un cabinet ministériel, c'est un choix totalement discrétionnaire de la ministre, du chef de cabinet. Dans un cabinet, c'est le royaume de l'informel, alors que dans un ministère, c'est la hiérarchie. Donc, vous voyez là la différence dont ces 2 organisations doivent cohabiter dans un mandat gouvernemental. C'est ça a l'air dysfonctionnel quand on les confronte comme ça, mais dans les faits, ça devient plus fluide. Puis les gens peuvent parfois se confronter, mais dans les faits, ça se gère quand même assez bien. Je fais une mention pour les groupes d'opposition. Encore là, c'est plus flou d'une organisation à l'autre. J'en fais mention parce que l'an prochain, à pareille date, on sera en élection. Même que l'élection aura lieu jour pour jour. Ce qui fait que dans les oppositions pour la prochaine année et même pour le gouvernement, ça amorce l'année électorale qu'on appelle. M. Legault devrait prononcer un discours d'ouverture dans 2 semaines, ce qui fait un peu table rase de l'ensemble des activités actuelles et il va un peu réorienter ses priorités ou je dirais reprioriser ses objectifs. Et donc, les oppositions vont être un peu avides de recevoir des représentations d'intérêt en prévision notamment des engagements électoraux, en prévision parce qu'on ne se le cachera pas, chaque parti politique fait un peu de clientélisme et donc nos intérêts comme clientèle peuvent trouver écho auprès de certains d'entre eux. Donc, c'est important d'avoir un peu à l'esprit le mode de fonctionnement. Évidemment, une taille beaucoup plus petite. Là aussi, on est dans le royaume de la précarité d'emploi, du discrétionnaire. Il n'y a rien qui est structurel et en mode continu, bien qu'il y ait des visages qui peuvent être là depuis de nombreuses années.
Fait ici, encore là, je vous dirais, c'est que les partis d'opposition ont pas mal tous le même modus operandi, mais ça ressemble à ça un peu la structure. Puis encore, c'est la même chose pour le gouvernement ou le caucus ministériel. On cherche à obtenir le plus large consensus, puis le chef tranche en cas de litige. Et donc, si vous faites des représentations d'intérêt auprès de chacun d'eux, vous n'aurez peut-être pas la même finalité, vous n'aurez peut-être pas la même réceptivité, vous n'aurez peut-être pas la même écoute, mais il ne faut pas s'en faire parce que ça, c'est vraiment propre à chacune de ces organisations-là. Puis, chaque formation politique a évidemment un porte-parole que vous les connaissez. Sachez qu'ils sont aussi supportés par l'appui d'un conseiller ou d'un recherchiste. Fait que ces gens-là peuvent être aussi vos alliés. Au plan municipal, comment ça se passe? Ben, je vous apprends rien, ou du moins dans plusieurs des régions hors Québec, Montréal, ce sont des gouvernements de MRC pour la plupart. Il y en a 87. C'est le Conseil des maires essentiellement qui se réunit, dirigé par un préfet. La subtilité ici, c'est qu'il y a certaines municipalités, une vingtaine environ, qui font une élection au suffrage universel de leur préfet, alors que pour la majorité d'entre elles, CMRC désigne un maire une fois l'élection tenue. Donc, il va y avoir des changements à ce chapitre à la suite de l'élection du 7 novembre prochain. Mais sachez aussi que pour la plupart des grandes MRC, les MRC dont le taux de richesse est plutôt élevé ou dont l'intérêt passé témoigne assurément d'un désir de développer le secteur culturel. Plusieurs ont des budgets associés à la culture. Alors, c'est un lieu où il est important d'avoir de l'influence, d'investir en termes de temps et d'énergie parce qu'il y aura des renouvellements de politiques culturelles, il y aura des réflexions possibles à amorcer. On peut peut-être suggérer d'amorcer une réflexion de manière plus générale pour des professionnels de théâtre comme nous, donc, ou de la danse. Donc, c'est des lieux à songer dans notre plan d'intervention, puis on donnera quelques trucs un peu plus loin. Et c'est d'autant plus important que, selon le principe de subsidiarité, le gouvernement cherche à déléguer davantage de pouvoir auprès des paliers MRC et locaux. Et donc, c'est vraiment là, quelque chose qui est progressif, qui se réalise de plus en plus. Donc, d'amorcer un tel chantier auprès de ces représentants-là, je ne crois pas que vous allez perdre du temps. 1100 municipalités en élection le 7 novembre prochain. Il y a au minimum un maire et 6 postes de conseillers par municipalité. 6 postes, c'est vraiment un minimum, peu importe la taille de la ville. Il y a une grande moyenne qui est à peu près 12, mais évidemment, Montréal en a plus et Québec en a moins. Québec, on est à 21. Montréal, c'est la plus grosse, évidemment, vous vous en douterez, c'est 65. Il y a plusieurs municipalités qui ont des services locaux à caractère culturel. Vous êtes plus à même que moi de pouvoir identifier. Mais si vous ne le savez pas, ça peut être un bel investissement dès maintenant pour la suite des choses, de voir un peu la structure culturelle dans certaines municipalités ou MRC, parce que ils peuvent prendre des orientations. Oui, ils peuvent avoir des politiques culturelles, ils peuvent aussi réglementer certains services, peuvent prendre des ententes avec vous. Donc, je pense que ça peut être un moment, là, à ce moment-ci, alors que la campagne est en cours, pour voir un peu leur mode de fonctionnement, pour qu'une fois l'élection venue, que vous puissiez faire des représentations d'intérêts ciblées. Ça peut être quelque chose qui serait important ou intéressant. Il y a des ententes de développement culturel qui ont été signées par le passé. Ça aussi, il y a des renouvellements qui sont en cours. Et donc, c'est vraiment pour rendre plus
précise et cibler les interventions qui seraient réalisées avec différents outils d'intervention. On vise vraiment des actions qui sont structurantes pour la vie culturelle. Ça aussi, dans plusieurs cas, ça existe. Je dirais dans plusieurs, je n'ai pas fait la nomenclature des 87, là, mais on pourra en avoir observé quelques-unes. Il y en a plusieurs quand même qui ont ce type de politique et de services culturels. Comment on fait des relations gouvernementales? Je vous dirais qu'il y a trois éléments à la clé du succès. Il y a la préparation, il y a la rigueur et il y a la continuité. Quand on parle de préparation, c'est une préparation qui, on l'exécute là, en environ 3 étapes. Il faut qu'on dresse un portrait assez clair de notre demande, de notre souhait, de notre enjeu. Il faut qu'on puisse le détailler clairement et simplement. Ça a l'air simple, ça a l'air banal, mais quand on embrasse trop large, parfois on devient diffus et donc on perd de l'objectif précis, ce qu'on cherche à atteindre. Puis je vous rappelle toujours dans une optique d'influencer. Fait que ça, c'est important de pouvoir bien cerner exactement ce que l'on cherche. Ensuite, on va préciser nos objectifs. Je les ai divisés en 3 options, c'est-à-dire on est dans une perspective où on veut se faire connaître. On n'a jamais fait ça des relations gouvernementales, ça nous intéresse, on croit que notre organisation va en bénéficier. Alors, je veux comme mettre la table avec différents titulaires de charges publiques, donc je vais aller me faire connaître. Donc, je suis qu'en mode information. Je peux être en mode séduction où j'ai peut-être pas réalisé, ou peut-être pas réalisé une séance d'information, mais je suis en mode, j'ai le goût de développer un partenariat. J'ai le goût qu'on se rapproche de vous, qu'on unisse nos efforts pour pouvoir mieux faire rayonner nos activités culturelles respectives. Donc, on est un peu en mode séduction, sans nécessairement influencer et sans nécessairement revendiquer. Le mode revendication peut être pris de différentes façons. Une demande d'aide financière, une demande de soutien, une demande d'une politique culturelle, par exemple, une demande spécifique à nos activités de théâtre ou de danse. Donc, bref, je l'ai un peu divisé là, en 3 types d'objectifs. Puis ça, c'est important qu'on puisse bien camper. C'est quoi le sens de l'objectif qu'on cherche? Ensuite, il faut prioriser. On ne peut pas tout faire dans une discussion, dans une demande, dans une opération séduction. Il faut pouvoir prioriser et, je dirais, abrier de cet objectif les éléments qui vont être pertinents. Puis, il faut toujours faire preuve de sens et comprendre le contexte pour mieux évaluer ses chances de succès. Des fois, c'est une question, pardonnez-moi l'anglicisme, de timing. C'est peut-être pas le bon moment, ni pour vous, ni pour eux. Fait que c'est de trouver le bon contexte. Tu sais, on pense parfois qu'il arrive un moment où, il me semble que je le sens. Il me semble que je le sens que là, ils vont être en mode écoute. Il me semble que je le sens que là, notre projet qu'on caresse depuis 5 ans, il pourrait y avoir de l'intérêt. Fait que suivez votre intuition, mais validez-vous peut-être avec certains d'entre vous. Est-ce que c'est le bon moment pour aborder cette question-là avec le titulaire de charge publique, qu'il soit au niveau local ou québécois? Ensuite, je le disais, on parlait de préparation, maintenant dans la rigueur. Le deuxième élément de la clé du succès, c'est la rigueur, c'est on développe la stratégie. Fait qu'on va planifier nos interventions. Comment on fait ça? Notre dossier X, qui a intérêt à connaître le sens de l'enjeu qu'on veut porter à leur attention? Fait que, des fois, il faut avoir notre esprit plus large que uniquement là où les 2 personnes qui sont concernées. Pensez aussi en mode comment on pourrait mobiliser, comment on pourrait aller chercher des alliés, comment on pourrait être plus nombreux à porter le même enjeu auprès de ces personnes-là. Fait que ça, c'est bien important d'identifier les intervenants, puis on va voir un peu comment s'y prendre, quel type d'intervenant selon quel type d'enjeu. En sous-éléments ici, là, bien les connaître.
Si un élément que je vous invite à considérer, puis s'il faut retenir un élément de la présentation, c'est ici. Quand on fait des relations gouvernementales, le succès va gagner aussi en fonction de à qui je m'adresse. Ça a l'air simple, mais sortez un peu là, des paramètres publics d'un individu que vous ne connaissez pas. Informez-vous sur ses habilités, sur son passé, sur ses intérêts personnels. Plus vous savez ce type d'informations-là, plus vous êtes capable de mieux mesurer à qui vous avez affaire, un peu de réfléchir comment lui doit recevoir l'information que vous allez lui livrer. C'est un élément qui permet aussi d'entrer en communication lorsque vous aurez l'occasion de le rencontrer ou de la rencontrer. Ça permet des fois d'avoir cette espèce de discussion informelle avant la rencontre officielle, d'avoir un échange. Paraît que vous êtes allé, parce que vous l'avez vu sur les médias sociaux, vous êtes venu à notre théâtre le mois dernier. On était heureux de vous accueillir. En tout cas, j'en ai entendu des, juste ce type d'élément vient un peu, les politiciens ou les titulaires de charges publiques, pour la plupart, ont des égos, là, je ne vous apprendrai rien. Donc, ça vient un peu, sans les flatter, sans les effaroucher non plus, mais ça vient un peu meubler là, cet intérêt personnalisé que vous portez à leur endroit. Puis ensuite, les modes d'intervention, le champ des possibles, j'en ai fait vraiment une diapositive distincte, puis elle n'est pas limitative, puis on va y voir là, dans quelques instants. Ensuite, dans notre stratégie, il faut développer des outils. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je développe un document synthèse? Est-ce que je développe une présentation PowerPoint? Est-ce que je souhaite y aller uniquement par une démonstration vidéo? Est-ce que j'aurai avec moi qu'un élément là, qui va synthétiser l'ensemble de l'information? Pas nécessairement notre rapport annuel ou quoi que ce soit, mais vraiment quelque chose qui va cibler nos objectifs, nos enjeux et nos pistes de solutions. Bref, il faut déterminer quel type d'outil on va utiliser. Il faut que l'outil puisse vivre par lui-même sans étouffer la discussion. Donc, il faut qu'il soit synthèse, il faut qu'il soit supporté par lui-même. Et donc, c'est bien une présentation PowerPoint comme j'ai fait. Bon, mon objectif, une fois qu'elle est complétée, si je vous envoie ça, est-ce qu'elle vous sera utile? Sans que vous ayez à vous retaper les 90 minutes de la discussion. Donc, c'est ça aussi, là, assurez-vous de cet élément-là sur le document que vous allez présenter et laisser au terme de la discussion. Puis, on adopte aussi nos outils selon notre objectif et l'interlocuteur. Un ministre versus un fonctionnaire, on n'est pas dans le même niveau de détail, on n'amènera pas l'ensemble des éléments détaillés. Même chose pour un maire ou son directeur des services culturels. Donc, il faut adapter en fonction de notre public et de l'objectif l'outil qu'on va amener. Si on est en mode informatif, on peut en dire plus pour un parce qu'il nous connaît peu, mais on peut en dire moins à quelqu'un d'autre qui, lui, on l'a déjà rencontré 3 fois. Donc, c'est important d'adapter son outil. Puis ensuite, on va préparer notre plaidoyer. Donc, on part de la base. Qui on est, c'est quoi nos problématiques et c'est quoi qu'on propose. C'est vraiment les 3 segments d'une plaidoirie. Que ça soit simple, donc 3 segments clairs. Qui on est, c'est quoi notre problème, puis c'est quoi nos pistes de solution. Puis, être en mode solution, c'est que vous vous placez comme organisation en mode écoute. Vous êtes dans une perspective où vous arrivez avec un problème, vous arrivez avec des solutions, elles sont peut-être imparfaites, mais au moins, vous vous placez dans une dynamique où le dialogue risque de s'enclencher plus facilement que si vous arrivez, voici qui nous sommes, voici c'est quoi le problème. Puis encore aujourd'hui, en 2021, des entreprises que je représente, malheureusement, oublient parfois cette 3e étape. Elle est essentielle pour amorcer le dialogue avec eux. Évidemment, il faut bien connaître l'environnement, il faut bien connaître notre outil, bien connaître notre interlocuteur. Puis, je vous dirais,
si on se déplace à quelques personnes, c'est important de répéter. C'est important qu'on puisse anticiper certaines questions pour pouvoir préparer des questions qui pourraient être sensibles, pour lesquelles on a des réponses, mais on n'aurait pas souhaité aborder cette question-là, mais puisque l'interlocuteur l'aborde, on va y répondre, mais on prépare déjà un peu. Là. Le mode répétition, là, ça semble banal, mais si vous êtes dans un milieu où vous répétez, je pense que c'est important aussi pour livrer une bonne prestation auprès des rencontres. Est-ce que ça va jusqu'ici? Après, ben, on se lance dans l'action. Première chose, on s'inscrit au registre des lobbyistes, si c'est concerné. Oh, j'ai le main levée. Oui, Sylvie. Est-ce qu'on pourrait avoir accès par la suite à votre superbe présentation? Bien sûr. D'accord, merci. C'est très intéressant. Ensuite, ben, on se lance dans l'action. Donc, on s'inscrit au registre des lobbyistes si c'est requis. Donc, si on est une OBNL dont la moitié des membres sont des entreprises privées, des organismes à but lucratif, ce qui n'est pas votre cas, j'en doute. Donc, on n'a pas à s'inscrire à la base. Moi, par contre, la nuance, comme je vous l'expliquais, c'est que j'aurais à le faire si j'avais des représentations d'intérêt à faire en votre nom. Quand c'est votre première fois, puis je vais prendre 30 secondes pour l'aborder, si c'est votre première fois que vous avez inscrit un mandat au registre, vous disposez de 60 jours pour le faire. Donc, même si vous avez fait une demande de rencontre, même si vous avez rencontré le maire, vous avez rencontré le député, ça ne change rien. Le 60 jours débute au moment où vous avez fait la demande. Ça donne quand même du temps. Donc, on a le temps d'avoir la rencontre et donc que l'inscription au registre puisse arriver post-événement. Quand c'est votre deuxième et autre inscription au registre, vous avez 30 jours pour le faire. Voilà ici une subtilité de la loi pour une première fois. Dans le cas d'un lobbyiste conseil comme moi, j'ai en tout temps 30 jours. Donc, c'est possible que, par exemple, pour le CQT, on me solliciterait pour un mandat que je dois inscrire au registre, mais ça se pourrait que je pousse auprès de Caroline pour qu'elle valide le mandat à inscrire au registre parce que moi, j'ai des obligations légales qui, elles, pourraient arriver plus tard. Ensuite, c'est banal, mais on prend les rendez-vous avec les titulaires de charges publiques. Ça peut être aussi beaucoup le jeu de chat et souris. Il faut faire preuve d'agilité, de flexibilité dans les agendas des personnes que l'on veut rencontrer. Donc, les rendez-vous, même si on a une idée, on a un plan, on souhaiterait pouvoir les rencontrer dans les 2 premières semaines du mois de février parce que ça nous adonne à ce moment-là. C'est possible que certains nous disent, ben moi, ça irait mieux le 1er mars. Donc, il faut avoir un peu un esprit ouvert sur le moment où les rencontres pourraient avoir lieu. Informez-vous qui va être là. La rencontre change selon les intervenants qui sont présents. Si vous pensez que vous rencontrez le maire et son conseiller ou sa conseillère attitré au dossier culturel, mais que finalement, le directeur des services culturels de la municipalité est aussi présent, accompagné de son adjointe, de la directrice des programmes, du directeur des installations culturelles, la rencontre va nécessairement avoir une autre orientation parce qu'il y a peut-être un cas de figure, il pourrait y avoir un contentieux avec le directeur des installations culturelles, par exemple, et donc, s'il est présent, ça se peut qu'il aborde la question, comme ça se peut qu'il ne l'aborde pas. Donc, c'est important de savoir qui sera présent parce que ça va teinter la discussion. Se rendre aux rencontres, je l'ai écrit, ça a l'air niaiseux, mais c'est déjà arrivé que il y a un rendez-vous, tout est là, mais le client ne s'est pas rentré et le titulaire a attendu. C'est difficile de faire une deuxième bonne impression. Donc, disons que ce n'est pas facilitant. On prévoit le nombre suffisant de copies de la présentation si c'est par présentation écrite, parce que d'où la question précédente, informez-vous du nombre de personnes qui seront présentes et des personnes en question. Si vous êtes plusieurs à faire une présentation, assurez-vous que chacun d'eux ait une intervention à faire. D'y aller à 6 et qu'il y en a 2 qui parlent, ce n'est pas une option gagnante.
il est préférable de choisir, évidemment, ça prend des gens qui ont un statut, Fait que dans un cas de figure, à 6, il y a des membres du conseil d'administration, mais s'il y en a 4 qui ne prennent pas la parole, ils n'ont pas besoin de se déplacer. On utilise les acronymes Santé Plus au Québec. Alors, puis on a un langage dans chacun des secteurs d'activité qui est propre à nous, là. C'est important qu'on laisse ça au vestiaire en arrivant et qu'on se mette en mode pédagogie. Évidemment, on s'adapte en fonction de notre interlocuteur, mais quand c'est une première démarche, quand on est à haut niveau, quand c'est nouveau, bien, c'est important qu'on casse un peu là, le calque, la SODEC et tout ça. C'est important qu'on reprenne le jeu de base. Là. Quand on a des rencontres, quand on a vraiment là, une série de rencontres avec différents intervenants, et que dans certains cas, où on a un litige, un contentieux avec une organisation, on évite de critiquer les autres. On est en mode positif, on vient s'exprimer. Si l'intervenant vous dit, avez-vous eu des échanges, par exemple, supposons vous rencontrez la ministre pour X raisons, ou la ou le député pour X raisons, puis on vous demande, avez-vous déposé un dossier au calque? Oui. Est-ce que le calque a répondu? Quelle est la nature de la réponse? Où ça en est? Moi, le CAC, là, regarde, j'y crois pas. Ça fait 6 mois qu'on a essayé de leur parler. Ils veulent rien savoir. C'est peut-être pas la bonne façon de pouvoir communiquer un message. On dit simplement, on est en échange avec eux. C'est un peu plus compliqué, mais on a bon espoir. Mais au moins, on est capable de dire, c'est un peu plus compliqué, on est en échange avec eux, mais on a dit la vérité, mais on ne porte pas de jugement. On prend des notes. Toutes les questions qui sont en suspens par nos interlocuteurs, ces notes sont des occasions de revenir vers eux. Et c'est la troisième règle, le troisième élément de la clé du succès, dis-je, c'est la continuité. Fait que les questions lors de la rencontre qui sont en suspens, quelqu'un qui vous pose une question, même si c'est d'ordre, je dirais, général, banal, qui ne change pas le sens profond de votre demande, qui ne change pas le sens profond de la compréhension de la discussion, dites-leur, je vais vous revenir. Et donc, ça nous permet d'entretenir le dialogue et la communication avec cet interlocuteur. Et qui sait que lors de l'envoi, la personne va peut-être vous dire, tant qu'à vous avoir, avez-vous telle affaire? C'est comme ça qu'on va ainsi régulariser une relation et qu'on va être en mode continuité. C'est ça qui est en quelque sorte la clé d'une rencontre, le succès d'une rencontre. Le meilleur indicateur de performance d'une bonne rencontre, c'est d'en avoir une deuxième. Oubliez vos listes d'épicerie ou l'improvisation de dernière minute. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on se prépare, on cible, on a un objectif précis. Et il arrive parfois qu'entre la démarche qu'on a réfléchie et le moment de la rencontre, il y a une nouveauté qui vient d'apparaître. Par exemple, on était en demande d'aide financière, la demande est arrivée, la demande est jugée négative, c'est le branle-bas de combat dans l'organisation. Il faut savoir jauger si c'est vraiment, si on est dans une dynamique où on cherche, par exemple, des investissements en immobilisation, est-ce que c'est le bon forum? Est-ce que c'est le bon moment de questionner, par exemple, sur la demande négative qu'on vient de recevoir, alors que dans le fond, nous, on vient ici pour plaider, pour avoir du soutien financier pour des aménagements locatifs. Il faut éviter d'improviser avec des éléments qui sont de dernière minute. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je connais vos réalités et donc, ça peut être nécessaire de le faire, mais et des fois aussi, il faut savoir c'est quoi le ton puis comment on va emprunter la discussion sur cette question-là. Puis je le disais, faites preuve de flexibilité parce que souvent, les agendas, ça peut être complexe. Puis faites preuve de flexibilité dans les rencontres. Moi, je vous dirais, on va le voir dans les considérations pratiques là, dans la diapositive suivante, mais maintenant, là, en 2021, des rencontres avec les paliers politiques, là, les élus, là, les rencontres durent maintenant normalement 45 minutes.
Il y a peut-être 7 ou 8 ans, on était encore de l'ordre de 60 minutes. On a perdu 15 minutes en quelques années, malheureusement. Si je le disais, c'est le troisième élément de la clé du succès, c'est la continuité. Il faut toujours avoir en poche, comme aux échecs, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Comment j'entretiens cette discussion, cette opportunité que j'ai eue? Rappelez-vous, dans les objectifs, on a parlé d'informer, séduire, revendiquer. Alors, si je suis dans une gradation comme ça, je souhaite qu'on puisse avoir un autre moment de rencontre si j'étais en mode séduction ou en mode information, parce qu'un jour, je serai en mode revendication. Je plaiderai pour mon organisation pour une demande X. Donc, c'est important de faire bonne impression dès la première fois, mais déjà d'anticiper et peut-être déjà, je dirais, négocier, entre guillemets, une prochaine rencontre avec nos intervenants. On doit rester, autrement dit, à la fin d'une rencontre, il doit y avoir, puis là, je vais emprunter un anglicisme, un call to action. Le call to action, il faut qu'il vienne idéalement pas de nous, idéalement d'eux, mais il faut que ça soit clair à la fin de la rencontre. Quelques considérations pratiques. Les membres du cabinet et les élus municipaux se soucient d'abord, évidemment, de leur rentabilité politique d'une décision ou d'un dossier. Donc, il faut que ça leur rapporte politiquement. Notre plaidoirie doit un peu, pas nécessairement l'inscrire en gras dans la présentation que ça va être bon pour vous puis qu'on vous assure de l'appui de l'ensemble de nos membres. C'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir à l'esprit, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils ont évidemment, puis je vous apprends rien, là, le désir de se faire réélire. Donc, c'est un peu ainsi qu'ils vont réfléchir. À Québec, dans le gouvernement du Québec, la machine, entre guillemets, là, a pour viser parfois de réaliser des projets qu'elle caresse depuis un certain temps. C'est ce qui fait la continuité. Mais parfois aussi, le politique peut avoir des intérêts divergents. C'est vrai, c'est très vrai pour Québec. J'ignore pour les municipalités. Je présume que dans les plus grandes municipalités, ça doit être aussi le cas. Ou quand ils ont des services culturels très développés, il peut y avoir des fonctionnaires qui sont là depuis de nombreuses années. Donc, ils ont une influence certaine sur les orientations que le politique pourrait prendre. Je le disais tout à l'heure, plus l'interlocuteur est important, moins il dispose de temps. Ayez toujours à l'esprit que vos besoins ou vos demandes sont aussi en concurrence avec une multitude d'autres. Donc, on est fiers de ce que l'on fait, on est convaincu de ce que l'on fait, on s'assume, mais il faut toujours avoir à l'esprit que même dans le secteur culturel, par exemple, pour des représentations, on est peut-être la troisième rencontre dans la journée. Donc, il y a une succession de demandes et de revendications. Et donc, il pourrait y avoir, j'ai eu un bruit particulier, vous êtes là, oui. Et donc, il pourrait y avoir une certaine concurrence. Il faut savoir s'adapter à la situation et aux interlocuteurs sur le ton, l'argument, l'intensité. Des relations gouvernementales, on ne veut pas être une mouche qui va venir les achaler tout le temps. On veut qu'ils se rappellent de nous pour les bonnes motivations. Oui, parfois, on peut se montrer insistant, mais il faut quand même mesurer le degré. Et je le disais, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Est-ce que ça va toujours jusqu'ici? Alors, de la théorie à la pratique. Je suis parti d'une prémisse de base qui probablement pourrait ressembler à certains moments de votre quotidien. Obtenir du financement pour la rénovation et la mise à niveau d'une salle de théâtre. Qui d'entre vous avait déjà été placé devant un tel besoin? Sylvie lève la main. Donc, je vais prendre Sylvie à témoin. Puis, je ne connais pas son dossier, mais si Sylvie, vous n'avez pas d'ennui à discuter de ça devant le groupe,
l'échange pourrait être intéressant parce qu'on pourra voir ce que vous avez fait, puis ce qui aurait peut-être pu être fait, puis tout ça. Est-ce que vous voulez peut-être nous en parler à ce moment-ci très brièvement pour me mettre en contexte, puis ensuite, je vais y accoler de votre réalité certains éléments, je dirais, théoriques ou pratico-pratiques. D'accord. Ça fait plus de 40 ans qu'on est sur un site. C'est un site patrimonial avec de beaux grands espaces et de beaux vieux bâtiments. Donc, on a besoin d'une mise à niveau, justement, de toutes nos infrastructures. On a 9 bâtiments sur le site. Donc, c'est quand même assez majeur. Et puis, ça fait au moins 8 ans qu'il y a du travail fait dans les démarches pour amener ça. Puis, bon, je présume que l'investissement doit être quand même très important avec 9 bâtiments dans un site patrimonial. Oui, c'est de l'ordre, en fait, il y a 8 ans, on l'avait évalué de l'ordre de 10 millions. À la valeur des coûts de construction d'aujourd'hui. Ça a changé, mais on n'offre pas plus que 10 millions. OK. OK. Donc, depuis 8 ans, en quelque sorte, vous êtes en échange continu avec différents partenaires pour en arriver à l'objectif de mettre à niveau une salle de théâtre. Oui, différents échanges et on a dû faire une multitude d'études. Je présume. Aussi. Ce qui est déjà très onéreux avant même d'avoir du financement pour la réalisation concrète de la mise à niveau. Okay. Oui. Merci, Sylvie. C'est le genre d'élément où on a donc à avoir une multitude d'intervenants clés qui pourraient être propices à intervenir ou être interpellés par l'enjeu d'une mise à niveau comme Sylvie en fait état. Quand ça fait 8 ans, ça signifie qu'il y a eu de nombreux interlocuteurs qui ont changé en cours de route, assurément. Et donc, ça implique parfois une lenteur qui est navrante parce qu'on fait du surplace, parce qu'il faut rééduquer dans certains cas. Les priorités peuvent être modulées d'un interlocuteur à l'autre. Donc, ici, on est face à quelque chose qui est quand même, je dirais, significatif comme défi. Mais je vais y aller pour le besoin de la cause, je vais quand même illustrer là, le type d'intervenant à qui on peut envisager là, dans les intervenants à qui on voudrait plaider. Puis ensuite, comment la stratégie d'intervention, comment elle pourrait se moduler. Évidemment, au plan politique, pour un dossier comme celui-là, moi, j'y vois potentiellement 2 cabinets ministériels. Je vois le cabinet de la ministre de la Culture, ça va de soi. Il y a aussi un ministre responsable de la région de la Montérégie, qui est ici, en l'occurrence, Simon Jolin Barrette, dans le ministre actuel. Lui aussi aurait intérêt à connaître votre projet. Je ne sais pas si c'est votre cas, puis on n'a pas besoin d'une réponse là, sur chacun d'eux, mais je vois d'entrée de jeu, là, moi, mon premier réflexe, là, ce serait les 2 ici en cause. Ensuite, j'aurais tendance à observer auprès du gouvernement en place, j'aurais tendance à observer c'est qui nos amateurs de théâtre. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus au théâtre des Dames théâtre de la Dame de Cœur? Est-ce que, et si tel est le cas, des fois on le sait, des fois on ne le sait pas, mais des fois, juste en fouillant sur les médias sociaux, c'est le genre d'informations qu'on peut aller capter. Est-ce qu'il y en a qui ont un intérêt personnel sur cette réalité-là? Par exemple, on sait que Mme Bray, la femme du premier ministre, elle a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour les arts et la culture. Est-ce qu'elle vaut un intérêt particulier pour le théâtre que produit le théâtre de la Dame de Cœur? Comment on pourrait l'approcher? Comment on pourrait la sensibiliser? Est-ce que dans un événement X, on pourrait penser être mis en relation avec elle? C'est le genre de choses que je me mettrais à réfléchir pour le parti gouvernemental.
Ensuite, ben, j'irai évidemment mon député local. À Upton, j'ignore le député, je présume que c'est un député gouvernemental. Je pense même qu'il est ministre, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est André Lamontagne? Exactement. Ouais. Donc, M. Lamontagne, ben voilà, il est ministre, il a du pouvoir, il siège au Conseil des ministres. Donc, lui, s'il est bien sensible et qu'il endosse le projet, ben lui peut être notre ambassadeur auprès de Mme Roy. Et donc, pour moi, oui, c'est un député, mais là, vous avez une chance qu'il soit aussi ministre. Il occupe 2 fonctions. Il y a de quoi d'intéressant qu'il soit sensibilisé. Fait que je ne porte pas de jugement s'il a été fait ou pas. Moi, je vous dis un peu ce que j'aurais fait. Ensuite, ben, on peut aussi être intéressé. On s'en va vers une élection. On ne connaît pas les candidats ou candidates qui se présenteront dans la circonscription, mais d'être mis en contact avec ces gens-là, s'ils viennent du coin, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant déjà maintenant de parler aux porte-parole des oppositions, même si c'est un projet très local, très précis et ciblé. On peut quand même identifier un joueur d'une autre formation politique qui a un intérêt ou pour le théâtre ou qui a un intérêt parce il vient, par exemple, d'Upton ou d'une ville avoisinante. Ensuite, ben, c'est la même chose au palier local. Le prochain préfet de la MRC, ben, je pense que lui doit être rapidement mis dans le coup. Il doit savoir que ce projet existe. Peut-être que ce sera un renouvellement, peut-être que ce sera un nouveau. C'est important de lui signifier, une fois son élection, qu'on souhaite ne pas attendre à une prochaine élection pour que ce projet-là puisse avancer. Même chose pour le maire d'arrondissement pour les grandes villes, conseillers municipaux, les employés politiques. Donc, j'identifierais là, pour maintenant ceux que vous avez déjà faits, là, ceux qui pourraient être refaits. Là, la question, c'est d'identifier là, le timing, le fameux timing. Là. Je pense que là, c'est là qui serait intéressant. Au plan administratif, ben, je ne connais pas l'ampleur, je ne connais pas nécessairement quel portefeuille pourrait-il être impliqué pour aider à vos besoins. Évidemment, je suis convaincu que le ministère de la Culture en dispose, mais il y en a peut-être d'autres au plan local qui pourraient aussi cumuler une aide et donc faire une enveloppe. Et donc, il y a les sous-ministres aux infrastructures culturelles qui peuvent être rencontrés, le directeur régional du ministère de la Culture s'il est appelé à changer. Donc, vous voyez là, ici là, la logique d'identifier c'est qui nos joueurs clés. Les organismes paragouvernementaux qui sont en mesure de nous supporter financièrement pour ce type d'initiative. Des fois, on pense que la taille de notre projet est je vais le dire, là, démesurée, là, ou d'une proportion où il est impossible que le CAC puisse nous aider. Là, je donne cet exemple-là. Mais des fois, dites-vous que si on a convaincu un titulaire de charge publique à haut niveau au plan administratif ou sinon au plan politique, bien, je le disais, on peut en faire un ambassadeur. Et dans le fond, ce qu'on va suggérer un peu subtilement, c'est qu'il devienne un peu notre porteur de ballon, qu'on lui mette une partie de la responsabilité, qu'on lui mette une partie du singe sur l'épaule pour qu'il lui aussi joue son rôle au sein de son environnement et son écosystème. Fait que ça aussi, c'est important de pouvoir aller se chercher des alliés qui croient en notre projet. Ça, c'est vrai pour le plan politique, c'est vrai pour le plan administratif, mais c'est aussi vrai pour tous les partenaires dans notre écosystème au plan local et régional. Les conseils régionaux de la culture, si tant est qu'on décidait, par exemple, que le conseil régional de culture de la Montérégie décide de se faire une plateforme électorale en prévision de la prochaine campagne électorale québécoise et qu'on dise on se fait un top 20 des projets priorisés et que vous gagnez le cœur des membres du Conseil régional de la culture en disant la réfection du théâtre de la Dame de Cœur, ça figure dans le top 10 des revendications que le Conseil portera auprès de l'ensemble des partis politiques. Ça pourrait être en soi aussi une intervention qu'on pourrait suggérer ou qu'on pourrait initier.
Même chose pour les chambres de commerce, pour des administrations municipales, des associations. Quand on mobilise ce type de partenaires externes, ben, c'est évidemment propice à ajouter des porte-voix et porter notre message et notre projet. Et évidemment, il y a plein d'autres options aussi, puis je ne connais pas votre réalité spécifique au théâtre de la Dame de cœur, mais si vous avez fait une campagne de financement, si vous avez levé des fonds, réalisé certaines activités, c'est important évidemment que ça vous suive et que vous mettez ça en valeur parce que dans le fond, vous démontrez votre engagement, vous démontrez votre proactivité et donc, c'est important que ça figure dans l'ensemble de vos documents et présentations, même si ce que vous avez récolté au début, il y a 8 ans, qui a finalement servi qu'à des études, ben, il faut qu'ils sachent que vous avez engagé des frais aussi. Là, alors, c'est ce genre d'éléments-là qui peuvent être mis en scène, en quelque sorte. Puis après, ben, ça, c'est vraiment le champ des possibles. Puis là, vous voyez ici, il y a des verbes d'action, mais qui peuvent tous être interchangés. Fait intervenir auprès de l'administratif, ça peut être informer l'administratif. Ça peut être organiser une rencontre formelle avec l'administratif. Intervenir auprès des employés politiques, ça peut être aussi là, ça peut être de les impliquer dans une dynamique d'une campagne de financement. Ça peut être d'envisager de faire une sortie médiatique avec eux. Ça peut être aussi juste les informer. Informer le maire ou le député, ça peut être plus que de l'information. Ça peut être, encore là, ça peut être d'intervenir, de faire une demande. Je dirais, là, on est dans un autre cadre, mais tu sais, de faire une mobilisation d'alliés auprès du député pour mettre de la pression pour qu'enfin le projet puisse voir le jour et être inscrit au prochain budget de la municipalité, ou du moins que l'aide financière municipale attendue, qui était un peu dans les airs, mais qu'elle soit concrétisée et soumise par écrit. Fait que, vous voyez là tout le genre de possibilités qui s'offrent à vous en fonction de ce qu'on a identifié précédemment. Puis là, c'est la question où on doit toujours jouer. Est-ce qu'on veut, parce que c'est des représentations politiques, on ne veut pas être associé nécessairement au gouvernement au pouvoir ou au maire en place. Fait que le rôle des oppositions, mais en même temps, on ne veut pas les effaroucher non plus. Donc, on veut entretenir une relation saine, mais on est ouvert et disposé à quiconque voudra s'informer de notre projet. Donc, on peut aussi décider de faire une campagne d'information plus large pour l'ensemble des députés de la Montérégie, peu importe leur couleur politique. Même chose pour les maires du conseil de MRC. Et donc, je l'ai mis là, c'est en 8 carreaux, mais il pourrait en avoir 130. Fait que c'est vraiment votre terrain de jeu que vous avez à définir en fonction du volume et de l'intensité, de la pression que vous êtes prêt à exercer. Plus vous mettez de la pression, plus vous avez une obligation d'avoir une équipe fortement mobilisée qui parlera d'une seule voix. C'est vraiment là l'importance d'avoir fait l'exercice de préparation au préalable. Puis le dernier que je mets au bas, à droite, faire une sortie médiatique, à visière levée ou pas, ça fait partie d'un éventail de possibilités. Parfois, quand on veut mettre de la pression sur les décideurs publics, c'est bête à dire, mais malheureusement, beaucoup de décideurs publics prennent des décisions sur un coin de table et prennent des décisions en fonction du volume de la revue de presse. Donc, si notre projet est sans cesse, pour les bonnes raisons, dans l'actualité, dans les médias, dans des infolettres, dans notre liste d'envoi, les élus, les personnes administratives sont tous intégrés dans cette liste-là. Puis, on fait une mise à jour continuelle des interventions politiques qu'on a fait pour faire avancer notre projet. Tous ces éléments-là, dans la revue de presse, dans les médias, mais aussi dans les interventions, plus il y a des gens qui vont en parler, plus ça devient fatigant, plus la pression s'exerce, pas juste par nous, mais par d'autres façons, puis par d'autres joueurs.
C'est comme ça qu'on peut en amener à cette décision. Notre plaidoyer, dans le fond, encore là, je l'indiquais, là, je voulais juste le remettre en fonction de l'exercice pratique ici. Dans le fond, Théâtre de la Dame de Cœur, qui on est, notre historique, on est sur notre site depuis combien de temps. Là, on veut exposer qu'on a 10 millions d'investissements sur 9 bâtiments. On a la loi sur le patrimoine culturel qui guide un peu plusieurs de nos interventions. On veut exposer les investissements qu'on a réalisés depuis qu'on est là, mais démontrer aussi notre capacité financière limitée pour les prochains investissements, démontrer c'est quoi notre campagne de financement, nos levées de fonds qu'on a réalisées, les études qui ont été réalisées, puis d'arriver avec une mise à jour de ce qui serait nécessaire comme investissement. Puis on informe en toute transparence les personnes à qui on a soumis une demande, qui on a informé, à qui on est en attente d'une réponse. C'est le type de plaidoirie là, qui serait proposé. Puis, évidemment, on soumet des solutions. Fait que la solution, c'est sûr qu'on pourrait soumettre la solution, Madame la ministre de la Culture, faites-moi un chèque de 10 millions, puis la solution va être facile. Oui, mais je pense qu'il faut être aussi réaliste. Donc, de l'amener vers, on s'attend à ce que le ministère de la Culture, Madame la ministre est elle-même ministre responsable de la région, qu'elle soit sensible à nos arguments et donc qu'elle pourrait faire une plaidoirie auprès des instances administratives et qu'on souhaite que ça débloque, mais sachant qu'il y a d'autres joueurs qui vont aussi nous aider dans le financement. Donc, c'est d'amener un peu c'est quoi les solutions tout en étant évidemment réaliste. Placez-vous du côté de l'interlocuteur. Et la forme, en l'occurrence, ce qui, moi, me guiderait dans la forme, probablement que je ferais un PowerPoint assez simple, un peu comme je viens de faire avec cette présentation-là. Je laisserais peut-être ce qu'on appelle un one-pager. Il faut qu'il y ait la présentation peut très bien faire, mais l'idée d'un one-pager, l'idée d'une fiche synthèse, c'est un peu d'articuler. Les politiciens ont soif d'avoir des documents les plus synthétisés possibles, considérant le temps dont ils disposent. Donc, si on est capable de vraiment de ramasser l'ensemble de l'information, d'avoir quelque chose dans une page recto-verso, puis dans la présentation, on aurait tout ça, mais j'aurais évidemment des esquisses de la mise à niveau, à quoi ça va ressembler une fois les réalisations, quand la firme d'architecte a évidemment que ce soit sous format papier ou sous format vidéo, ça serait un peu ça que j'exposerais. En conclusion, puis après, on pourrait échanger plus amplement, mais je vous dirais, pour faire des relations gouvernementales, d'abord, ce qui n'est pas inscrit là, mais je vais vous le dire à l'oral, n'ayez pas peur d'en faire. Ce sont des êtres humains. Puis, ils aiment s'abreuver de réalités propres à ce qui se passe sur le terrain. Donc, votre quotidien, ils ne le connaissent pas, mais ils apprécient que vous preniez le temps d'aller vers eux. Alors, je ne le répéterai jamais assez, on voit ça plus gros que c'est, mais dans les faits, ce sont des êtres humains qui aiment aussi des interactions humaines pour la très grande majorité d'entre eux, du moins ceux qui sont en politique, parce que ceux qui sont en politique, ils n'aiment pas les interactions humaines, ils n'ont visiblement pas fait le bon métier. Je vous dirais que la clé du succès en relations gouvernementales aussi, c'est de ne pas attendre d'être en mode revendication ou en mode demande. C'est bien de se faire connaître avant qu'il y ait une problématique ou une demande, parce que la sensibilité, d'abord, ils nous connaissent un peu mieux. 2, ils sont plus ouverts parce qu'on ne vient pas vers eux pour qu'ils jouent aux pompiers, en quelque sorte. On vient vers eux pour qu'ils nous aident à construire un édifice, à construire une relation, à construire quelque chose de constructif. Encore là, tout un pléonasme. Ne pas se limiter aux interactions politiques et aux influences politiques. Je vous le disais, c'est vrai à Québec, c'est vrai dans les milieux municipaux, ça change, les interlocuteurs changent, mais le milieu administratif, il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est bien d'avoir, je dirais, un amalgame des deux
des deux écosystèmes pour pouvoir avoir une plus grande continuité dans vos activités. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Je pense que ça fait 4 fois que je vous le dis. Donc, voyez là ici un signe, il faut le retenir. Le jeu de serpent à échelle est proscrit. Une façon imagée de vous dire que parfois, on a l'impression, je vais vous donner un cas de figure, j'accompagne une entreprise qui veut rencontrer un ministre et il y a une employée ou une relation de l'entreprise qui dit « Ah, je connais bien, moi, le sous-ministre. » Je vais donner un cas de figure qui m'est déjà arrivé. « Je connais bien, moi, tel sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement. Il va nous aider à avoir une rencontre avec le ministre de l'Environnement. » Mais le sous-ministre en question, le ministre lui fait une confiance relative. Le sous-ministre en question est absolument néophyte dans notre secteur d'activité. Alors, on brûle des étapes, on pense gagner des étapes, mais on va en brûler, puis on va peut-être même avoir on va peut-être, avant même d'arriver, parce qu'on a tenté de contourner certains joueurs, ben, on va peut-être être très mal reçu et très mal perçu. Donc, c'est important de bien articuler un plan puis de le suivre. Évidemment, il faut être agile et flexible, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant penser qu'en brûlant certaines étapes, on va se rendre plus près de notre objectif. Ayez toujours ça à l'esprit. Personnaliser son approche en fonction de l'interlocuteur puis en fonction du besoin et de l'objectif. Être en mode solution et collaboration. Bien connaître ses interlocuteurs sur la personnalité, leur passé, puis penser parfois en dehors de la boîte, là, si on pense culturel, mais penser qui était peut-être au service culturel de la municipalité X auparavant, qui aujourd'hui, par exemple, au service d'aide aux citoyens ou aller savoir, ces gens-là peuvent être aussi des alliés. Pas de manière directe, mais c'est quand même important d'avoir cette idée-là de qui sont nos interlocuteurs. Et d'entretenir ces relations pour multiplier les occasions de suivi et les modes d'intervention. Donc, c'est vraiment dans l'approche de la continuité. Si on va à la rencontre d'une information, si on est vraiment engagé là, dans une démarche pour obtenir un financement pour une réfection d'une salle, ça se peut que nos rencontres soient à plus courte échéance. Mais si on est dans une année où on aborde ou on amorce une démarche de relations gouvernementales, d'abord, pour se faire connaître parce qu'il y aura une élection puis on veut entrer en interaction avec eux, bien, ça se peut que la prochaine occasion soit uniquement l'année suivante. Alors, mais c'est important d'avoir néanmoins le contact, là, tu sais, ce qu'on dit en anglais, le high contact, là, il faut pouvoir établir quelque chose de solide et en mode continu avec des intervenants politiques ou administratifs. Ça fait le tour, mon Dieu, j'ai tellement parlé, il est 1h30. Ça fait le tour de ce que je voulais, inscrire, mais je n'ai pas vu, il y a Sylvie qui voulait la présentation, qui avait levé la main. Il reste peut-être quelques instants pour vous. Je vais juste stop share. Voilà. Fait que la présentation ne m'appartient plus, appartient au Conseil québécois du théâtre, à qui je pourrais transmettre une copie puis que vous pourrez vous y référer. Mais si vous avez des questions, commentaires, s'il y a des éléments que je n'ai pas couverts que vous auriez aimés, on pourrait peut-être anticiper un autre moment. J'en parlais avec Caroline pour éventuellement rééditer une telle démarche là, pour le bénéfice d'un plus grand groupe, sachant qu'il y a des opportunités politiques à venir, tant au plan municipal, après l'élection, qu'en prévision de la prochaine campagne québécoise. Merci, Éric. Je pense que tu n'es pas à blâmer d'avoir pris 1h30. Je pense que tout le monde, ça a été hyper pertinent, très intéressant. Moi, je t'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. C'était un cours magistral, vraiment intéressant. Ça me parle beaucoup. C'est tellement, on est vraiment là-dedans présentement. Je trouve ça très intéressant et je trouve malheureux qu'il n'y ait pas eu
autant de gens qui se sont joints à la rencontre parce que c'est très pertinent. Là. Ils ont manqué quelque chose. Bien, merci Sylvie. Pour une prochaine réédition qu'on pourrait faire en prévision de l'agenda qui viendra en 2022, comme j'en parlais avec Caroline hier, je voulais peut-être me baser sur la discussion qu'on a eue aujourd'hui pour relayer de manière plus concrète l'information, peut-être dans une infolettre à venir fin décembre, janvier, pour avoir une inscription et un plus large auditoire. Puis Sylvie, si souhaitez, si vous y voyez pas d'inconvénient, on pourrait le faire à deux dans le sens où je pourrais m'appuyer sur un exemple comme le vôtre pour pouvoir un peu montrer si ça a ouvert des pistes ou des pistes de réflexion pour vous. Ce genre d'éléments-là, ça pourrait peut-être rallier un plus grand groupe à les savoir. Tout à fait. Puis en même temps aussi, je trouve que le cas de Sylvie est intéressant aussi au sens où c'est comment aussi on gère des dossiers sur une si longue période. Je pense que c'est vraiment intéressant aussi de voir les défis aussi en matière de temps parce qu'on peut vite tomber dans l'espèce de défaitisme de pourquoi, parce que c'est beaucoup de travail. Tu sais, même, je trouve que Éric, à travers ta présentation, on comprend aussi que nous, en tant qu'organisme ou individu qui souhaite entamer des démarches comme ça, il faut faire ses devoirs. Tu sais, il faut quand même, il y a un travail de recherche, de préparation en amont qui est comme super important. Donc, moi, je trouverais même intéressant de mieux comprendre les effets, puis de pas mieux comprendre, mais en fait qu'on puisse, à travers cet exemple-là, mieux se figurer comment tout ça est en action concrètement. Là, je pense que ça serait intéressant à voir là, pour la prochaine rencontre. Puis je me faisais la réflexion aussi que essayer de, à travers un exemple aussi, tu l'as dit aujourd'hui, qu'est-ce que je revendique à qui, à quel organisme, mais je pense, entre autres, CQT dernièrement, il y a un projet de rénovation d'un théâtre. Donc, le théâtre nous avait sollicité pour qu'on s'assure que le projet allait bel et bien être annoncé, mais l'annonce dépendait du fédéral, du provincial. Donc, même comprendre comment ces gens discutent entre eux, comment tout ça, une fois que le dossier est enclenché, qui prend quoi en charge, c'est extrêmement complexe. Donc, je pense que ça serait intéressant là, pour la suite. Il n'y a rien de mieux que comment dirais-je, que de s'appuyer sur des exemples pratico-pratiques pour comprendre ce qui est un peu théorique. Là. C'est pour ça que je vous disais, la présentation est très hautement théorique au départ, puis on va dans le pratico-pratique. Je sais que pour plusieurs, c'est nébuleux, les relations gouvernementales ou le lobbying, mais vous en avez, ceux qui ont de l'expérience, il y en a qui en ont déjà fait, il y en a qui le font sans le savoir. Et donc, l'important, c'est de bien comprendre l'univers, de l'autre côté de l'univers, puis de bien comprendre la multitude de possibilités qui s'offrent à vous pour faire rayonner vos organisations respectives. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Oui, Joanie. Oui, ben merci pour votre présentation. Hein. C'était vraiment super intéressant. Puis peut-être que je vous l'avais dit au début, mais vous avez surtout abordé la question municipale, provinciale, pas du tout au niveau canadien. Oui. Pour en avoir fait minimalement, je sais qu'au Canada, c'est plus gros, c'est plus difficile de sentir un impact direct. Mais est-ce que vous auriez quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent selon vous au niveau canadien? Provincial? Ouais. C'est haïtien que je n'ai pas abordé cette dimension, bien que je suis très conscient que c'est quand même une enveloppe importante dans votre secteur, parce que je m'y connais peu du côté fédéral. Il y a des gens dans mon équipe chez TAC qui font ça quasi temps plein, mais c'est moins ma sphère d'activité. On est très managérial chez nous et donc chacun va développer ou mettre
ou mettent au profit de différentes organisations comme les vôtres leurs propres expertises. Mais c'est clair que, comme Caroline le faisait mention, et comme vous le mentionnez, le Canada joue un rôle, que ce soit en termes de soutien pour l'artiste, en termes de soutien pour des infrastructures, en termes de soutien opérationnel pour des troupes. Donc, c'est clair qu'on amène un niveau de complexité parce qu'à Ottawa, c'est plus gros, plus long, plus compliqué. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours répété. Et donc, c'est important d'avoir là des relations en continu, de pouvoir bien les entretenir, puis de bien voir aussi qui a une réelle influence par rapport à l'ensemble de la portée d'un dossier. Et ça, c'est là où c'est vraiment votre expérience avec vos relations passées, puis peut-être avec de l'intelligence qu'on pourrait aller dénicher auprès de certaines organisations. En même temps, vous avez la possibilité, du moins vous aviez, là, on verra ce mois-ci qui sera le prochain ou la prochaine ministre du patrimoine, mais clairement, avec la présence de M. Guilbeault, puis auparavant, Mme Joly, le Québec avait quand même une proximité plus grande que quelqu'un qui était en Colombie-Britannique, par exemple. Donc, ça amène une proximité, puis il ne faut pas ignorer, pour le volet canadien, une présence d'un ministre québécois pour la gestion de ce portefeuille-là, comment ça peut avoir un impact positif pour vous. Puis aussi, je pense à hier à Culture Montréal, où est-ce que Denis Coderre s'est quand même prononcé sur le dossier des intermittents du spectacle, qui allait faire comme s'il prenait sous ses épaules le filet social des artistes, alors qu'on s'entend qu'on est à un palier municipal. Fait que c'est de voir aussi si ça avance, comment est-ce qu'on... Finalement, il s'est engagé à aller cogner à la porte du haut. Fait que, c'est de voir aussi comment on peut démêler les pinceaux à travers tout ça. Parce que hier, nous, on disait, bon, c'est encore plus mélangeant quand là, finalement, nous-mêmes, on ne saura plus où cogner. Là. En fait, c'est une opportunité, c'est-à-dire que si on croit que, par exemple, supposons que c'est M. Godard qui est élu, puis on croit que c'est un bon ambassadeur et qu'il peut nous permettre d'atteindre l'objectif, bien, on pourrait décider de créer une coalition informelle, mais qui serait, lui, notre porte-étendard, sachant qu'il vient de la famille libérale, que c'est le Parti libéral fédéral qui est au pouvoir, et donc, il pourrait assurément jouer un rôle de facilitateur, de facilitateur au sein du gouvernement, mais de revendiqueur à la face publique pour se rallier dans sa rentabilité politique près des milieux culturels. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, aussi, je vous proposerais de ne pas hésiter. Bon, Joanie et Sylvie siègent sur notre table de concertation politique, donc on va pouvoir continuer à développer nos réflexions. Donc, si on réitère l'exercice aussi en janvier, je pense qu'en amont, ce serait bien aussi de voir quelles sont les nouvelles préoccupations, quels sujets est-ce qu'on pourrait développer davantage pour vraiment répondre aux besoins futurs, là, aussi peut-être en ayant en tête les élections provinciales. Oui. Ben, on pourra discuter, il y a une base qui est là dans la présentation, mais on pourrait rencontrer le comité ou la table, là, puis on pourra adapter et compléter. Merci. Ça fait plaisir. Mesdames, d'autres questions? On souhaite une bonne après-midi. Merci, vraiment, c'était super intéressant. Ah oui, j'ai bien aimé. Ben, merci beaucoup. C'était bien plaisant. Le temps passait vite. Alors, Caroline, je vais te transmettre la présentation, puis tu pourras la partager. Ce que je te suggère peut-être, c'est de la partager aux personnes qui étaient présentes. Puis on pourra voir pour une réédition, parce qu'il y a quand même une base dans laquelle je me servirai ou je me servirai selon qu'on tienne un événement en janvier. Puis on pourrait peut-être avec Mme Desbois de voir comment on pourrait teaser un plus grand groupe pour une plus grande audience avec les objectifs que le CQT poursuit. Je pense que c'est vraiment un manque de temps là, pour cet automne. Je sens bien
Puis on voit aussi qu'il y a de l'intérêt, là, mais ça sera de voir aussi, en espérant que le temps nous le permette et permette aux gens à l'hiver, mais on pourra aussi, plus on s'y met tôt, aussi, on aura plus de chances là, de mobiliser plus de personnes. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.